Donc voilà, je vais d'abord dresser un état des lieux rapide. Donc à la veille de l'explosion, il y avait deux modèles de développement économique, l'un dit rentier et l'autre productif, qui se confrontaient dans les quartiers aujourd'hui soufflés par l'explosion. Donc on le voit bien sur ces deux images. D'une part, on a ces grands gratte-ciel ou tours qui venaient s'implanter dans un quartier et faisant tabula rasa du patrimoine, des activités, des espaces publics, etc. Et de l'autre, dans le même quartier, disons une exploitation du patrimoine qui a généré une économie productive. Ce quartier s'est tout à coup mis à attirer toutes les industries créatives de la ville. Le soir, c'était le lieu le plus animé de Beyrouth en termes de vie de nuit ou de restauration, etc. Et donc, il y avait une économie touristique qui tournait pas mal. Avec l'effondrement de l'économie libanaise basée sur le premier modèle, c'est-à-dire le modèle rentier, le modèle alternatif, qui était celui de Marem Khayel, prend la forme d'un développement urbain productif réussi et intégrateur, notamment grâce à une réutilisation adaptée du patrimoine urbain, à son attractivité, à la diversité relative de sa population. Donc, il y avait plus de population locative que propriétaires de leurs appartements, dont des ancienniers. Il mérite d'être analysé finement, tel un écosystème dans ses différents niveaux d'organisation, celui du tissu économique local, du patrimoine urbain, du tissu social, de l'espace public et de la mobilité urbaine. Voilà. Donc, les enjeux, disons que les principaux enjeux sont les suivants. Premièrement, évidemment, assurer le retour rapide des habitants dans leur logement, ce qui tarde à se concrétiser en raison du refus des grands bailleurs de fonds pour intervenir tant que les réformes publiques majeures ne soient pas engagées par le gouvernement. Bon, on ne prête pas à des voleurs, c'est clair, c'est simple. Préserver une mixité sociale, ça c'est le deuxième enjeu, donc en péril, alors que de nombreux locataires anciens de ces quartiers historiques sont poussés au départ par la gentrification, l'endommagement de leur logement, ainsi qu'une nouvelle loi défavorable au maintien des anciens loyers. Donc, comment concilier l'accueil des industries créatives avec le maintien de la population résidente incapable de payer le même niveau de loyer? Bon, ça, c'est la situation juste à la veille de l'explosion et elle perdure. Troisième enjeu, c'est soutenir un tissu économique productif, mais fortement fragilisé par la crise économique et l'explosion du port. Quatrièmement, protéger un patrimoine urbain en danger. À ce titre, comment concilier la protection du patrimoine des quartiers historiques avec l'énorme densité de construction autorisée par la réglementation urbaine. Cinquième enjeu, c'est aménager un espace public agissant comme catalyseur de la vocation économique récréative de ces quartiers et repenser adéquatement les options de mobilité urbaine. Et donc, sixièmement, penser la reconstruction de ces quartiers avec l'indispensable réorientation du projet portuaire. Comment repenser le réaménagement du port avec le développement des quartiers existants à l'image de nombreuses villes portuaires de la Méditerranée. J'imagine que vous avez vu le cas de Gênes. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir accès. Mais il y avait eu une expo, enfin une présentation en ce sens à Beyrouth même il y a quelques mois pour Gênes. Le processus de reconstruction, bon, maintenant c'est excessivement important de parler de processus, c'est-à-dire comment on fait tout ça. Un processus de reconstruction par le bas s'est imposé de facto sur le terrain. Les interventions dans les quartiers sinistrés par l'explosion ont été réalisées jusqu'à présent au coup par coup et à travers des circuits de financement de type ONG, bailleurs de fonds internationaux, acteurs du secteur privé, qui évitent scrupuleusement le passage par les services de l'État. Ce processus pêche évidemment par, premièrement,
le manque d'orientation stratégique assurant la cohérence d'une vision d'ensemble, c'est-à-dire c'est fait projet par projet sans forcément regarder qu'est-ce qui se passe à côté, non, sans avoir non plus une vision d'ensemble sur l'ensemble du processus. B, l'absence de recours aux outils réglementaires ou fiscaux qui sont indispensables, notamment pour assurer la protection du patrimoine urbain. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la plupart des bâtiments qui ont été réhabilités, souvent ils sont de bonne facture, mais rien n'empêche que demain, le propriétaire de cet immeuble décide de le démolir pour construire beaucoup plus haut. Donc, et ça, on est totalement impuissant devant ce phénomène. Et le seul moyen de le faire, c'est de disposer des outils de l'urbanisme et du ministère de la Culture, qui sont des moyens qui permettent peu ou prou de baisser la densité, ou il y a un nouveau projet de loi qui permet également le transfert de constructibilité des quartiers historiques vers d'autres quartiers. Mais c'est toujours à l'état de projet. Et troisièmement, la difficulté de coordination avec les institutions publiques. C'est-à-dire qu'on peut difficilement travailler. Bon, là, on l'a tous expérimenté, on est tous pris dans cette action de la société civile pour aller de l'avant, pour reconstruire mieux. C'était l'emblème de toutes les personnes bien pensantes. On a tous le défi de pouvoir faire mieux que ce qui était avant. Donc, on peut paraître très prétentieux, mais en même temps, on pense sincèrement que c'est tout à fait possible. Donc, difficulté de coordination avec les institutions publiques, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la municipalité ou l'État sont mis de côté, on ne peut rien faire, on ne peut pas toucher à un morceau de trottoir ou à un immeuble ou à n'importe quoi sans en avoir les autorisations préalables auprès de ces administrations. Donc là, on arrive plus ou moins à établir un dialogue avec ces institutions, mais ce n'est pas facile. On a de bonnes relations avec le gouverneur de la ville de Beyrouth, qui nous permet effectivement, nous a permis dans de nombreux cas de pouvoir aller de l'avant. Bon, alors maintenant, pour illustrer ces options, j'ai choisi de vous présenter, voilà, sur ce plan, je pense que c'est visible. Alors, je vais juste bouger le... Voilà. Donc, j'ai choisi de vous présenter ce plan. Ce ne sont pas des grandes lignes d'un master plan ou un schéma directeur, mais un plan des opportunités stratégiques touchant à l'espace public, celui de l'articulation spatiale des occasions majeures de projets structurants dans ces quartiers, partant du plan vert de la ville de Beyrouth, travail que j'avais réalisé avec Jade Tabet et Frédéric Francis pour la municipalité de Beyrouth, dans le cadre d'un partenariat avec la région Île-de-France, et que nous avons remis à jour après l'explosion du port. Donc, c'était déjà un document qui était intéressant, vu qu'il faisait, disons, il relevait un tout petit peu toutes les grandes opportunités en termes d'espace public, de liaison, d'institutions qui sont ouvertes au public ou pas ouvertes au public. Et donc, voilà, on l'a complété depuis, et je vais aller à travers ce document pour vous montrer un tout petit peu qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, si on regarde ce plan, on voit plusieurs projets structurants, ce qu'on appelle des projets structurants, c'est-à-dire qu'ils ont un effet d'entraînement non seulement spatialement sur une grande partie de la ville, mais aussi qui peuvent permettre d'engager une accélération, disons, des processus économiques principalement et sociaux également. Donc, nous avons listé un certain nombre de projets qui sont dans la zone sinistrée. Un, c'est l'aménagement du parc Fouad Boutros,
qu'on voit, c'est cette grande liaison verte qui traverse l'ensemble de ces quartiers nord, du sud jusqu'au port. Donc, c'est des espaces qui existent aujourd'hui, qui sont partiellement protégés, mais dont la continuité doit être assurée dans le cadre d'un projet de récolement des parcelles ou des voies de circulation. C'est un projet qu'on avait présenté à la municipalité depuis 5 ans, mais qui, bien avant la crise, ne s'est pas fait, malheureusement. Et aujourd'hui, on a une nouvelle possibilité de faire, qui est celle, effectivement, de la nouvelle situation sur le terrain, c'est-à-dire des ONG qui, elles, sont prêtes à financer ce type de projet. Et voilà, et qui rend possible quelque chose qui n'a pas pu l'être à cause des lenteurs étatiques. Voilà. Donc, on a parlé du projet Fouad Boutros, que je viens de dire. Il y a également la grande gare de Marem Khayel, qui est une gare désaffectée aujourd'hui, qui se trouve à l'intersection entre le quartier de la Quarantaine et le quartier de Marem Khayel. Le troisième projet structurant, c'est aussi un projet que Rami Semran avait présenté dans le cadre des études faites avec l'IAURIF ou l'Institut Paris Région dit maintenant, qui est celui d'aménager le parc, le jardin public qui se trouve ici, de manière à avoir un grand parking en dessous, ce qui permet de libérer le stationnement sur l'ensemble du quartier et de faire réellement un quartier pilote en termes de durabilité. Ça, c'est la troisième occasion. La quatrième, sur laquelle on a eu la chance de pouvoir travailler très ponctuellement, c'est un lien qui est projeté, hein, évidemment, pour l'instant, c'est que des projets, de trouver un lien entre le quartier de Gemaizé et le quartier du port. C'est un lien historique qui existait. et voilà. Donc, la liaison verte de Fouad Boutros, donc, on voit très bien ici les maisons qui sont en rouge. C'est des maisons qui, pour une grande partie d'entre elles, ont été expropriées pour faire l'autoroute. Mais comme il y a eu une grosse bataille de la société civile contre ce projet d'autoroute et que la société civile a remporté, c'est-à-dire que le projet est abandonné aujourd'hui au CDR. Donc, la chose impossible qu'on essaie de faire dans Beyrouth, c'est d'essayer de préserver le patrimoine. On n'est jamais arrivé à réellement sauver un bâtiment en appliquant la loi des antiquités, tout simplement parce qu'elle demande à l'État d'acheter le bâtiment, et ça c'était hors de question parce que les bâtiments étaient chers. Par contre, ici, on a toute une série de bâtiments anciens des années 30, Art déco, et même peut-être de la période précédente, de la période ottomane, et de la période du mandat. Donc, un ensemble de maisons qui sont déjà propriété publique, donc qui peuvent être préservées. Et donc, on peut faire une programmation intéressante. C'est une page ouverte sur laquelle on peut travailler. Donc, voilà, projet intéressant. Ça, c'est une image pour vous montrer l'aspect sur les dernières terrasses agricoles de Beyrouth. Elles tombent en plein dans ce projet d'autoroute qui a été annulé. Donc là encore, très belle opportunité pour désenclaver ce jardin et l'ouvrir au public. Bon, c'est une expropriation partielle. Donc il y a des solutions de type public-privé à trouver sur l'ensemble de ce grand jardin. L'opportunité numéro 2, donc, c'est la gare de Marem Khayel. Donc, je déplace un peu. Voilà, c'est un lieu de mémoire puissant pour les Libanais. C'est toutes l'épopée du chemin de fer. Une grande emprise de terrains publics qui aujourd'hui sont à l'abandon. Donc, pensez pouvoir organiser un parc à peu de frais là-dedans est tout à fait possible. Troisièmement, ça permet aussi de réfléchir au grand boulevard urbain, le grand boulevard, la voie rapide qui passe entre la gare et le quartier de la Quarantaine, de pouvoir passer en boulevard urbain sur ce tronçon et permettre de désenclaver
complètement le quartier de la Quarantaine en trouvant des liens autour de ce parc, mais aussi au niveau des différentes routes qui passent par là. Voilà. Ça, c'est le quartier qui est autour de la gare. Quartier qui est très intéressant, comme vous voyez ici, c'est des bâtiments de différentes époques, mais très cohérents, très, d'ailleurs quasiment réhabilités entièrement aujourd'hui. Là, ça allait très très vite depuis après l'explosion. Donc l'ensemble du quartier est réhabilité. Il est juste attenant à la gare qui se trouve ici. Il y a le grand escalier Vendôme qui part de devant la gare et qui monte dans les hauteurs, qui est un lieu qui a été tout à fait adopté par la jeunesse de la ville, donc il y a des manifestations culturelles, il y a des restos, etc. Et une partie de cette activité a été déjà retrouvée. Bon, l'opportunité numéro 3, bon, j'ai compris qu'il y avait donc plusieurs interventions sur le port. Effectivement, le port Edgar Mourad nous avait fait une présentation très intéressante sur les enjeux que pouvait représenter le port vis-à-vis du positionnement de Beyrouth pour les 20-30 années à venir. Mais là, j'ai choisi, puisque ce projet a été couvert dans les présentations, j'ai choisi de vous parler des quartiers limitrophes du port, justement. Et donc, essentiellement, ici, on voit la place des Canons, elle est là. Donc, ça, c'est le quartier de Gemaizé. Il y avait cette voie qui descendait historiquement vers le port. L'entrée du port était exactement ici. Donc, la partie haute est un quartier qui est assez dynamique, où il y a pas mal d'activités, de food and beverage, enfin bon, de restaurants, etc. Évidemment, qui affaibli depuis l'explosion, mais qui est toujours en vigueur. Donc, la possibilité de faire passer une voie qui descend jusqu'à le môle 1, c'est-à-dire le môle qui sépare le premier bassin des autres bassins. Bon, comme le premier bassin ne peut pas recevoir de grands bateaux, donc il est plutôt pensé comme soit un port de plaisance ou de petits bateaux. En fait, une partie du port qui serait totalement ouverte au public. La partie que vous voyez en vert, malheureusement, dans le périmètre solidaire, donc elle sera construite. Donc, il n'y aura plus d'espace public ici. Donc, cet espace-là prend toute sa signification, puisque lui, par contre, il fait partie de l'emprise du port, et une emprise qui n'est pas nécessaire au fonctionnement du port, qui va être, puisque ce n'est pas suffisamment profond, qui va être décalé vers l'est. Donc, rétablir, enfin, ou pouvoir utiliser ce quai comme une grande promenade en continuité avec cette descente historique vers le port est une très belle opportunité. Donc, vous voyez là en bas le type d'immeuble le long de cette route qui descend. Voilà, et donc la rue qui est en rouge en haut, donc on la voit dans les photos qui sont à droite. Ici, c'est Gemaizé, c'est un peu plus loin Marocaï. Donc voilà. Voilà, on s'est amusé à faire un petit dessin donc, sur ce môle, donc suffisamment large pour avoir une grande promenade. Le premier bassin qui se trouve à droite, dans lequel il ne se passe pas grand-chose, mais qui pourrait accueillir différents types de navigation, de plaisance, etc. Pour le moment, c'est l'armée qui occupe cette emprise. Donc voilà, on voit très bien la mosquée du centre-ville à partir du port. Et puis l'immeuble que Lina Rotmé a fait, qui est très beau, qui est le long de cette voie qui remonte vers Gemaizé. Voilà. Donc la quatrième opportunité qu'on vous présente aujourd'hui, c'est la requalification de l'espace public et la réhabilitation du patrimoine
au droit d'espace structurant des quartiers, c'est-à-dire ce qu'on propose, c'est une requalification de l'espace public qui en a vraiment besoin. On n'a pas les moyens de le faire sur toute la longueur de ces rues-là, mais par contre, on peut le faire aux endroits stratégiques. Et ici, bon, c'est une petite placette qui se trouve à l'intersection de la rue Pasteur, qui est par là, de la rue Gouraud et de la rue de Madame Khaïl, la rue d'Arménie. Donc, c'est un peu plus large, donc ça permet d'intervenir dans cet espace. Mais évidemment, il faut le repenser parce qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas du tout. Il faut réhabiliter le patrimoine architectural, ce qui est fortement engagé aujourd'hui. On travaille avec le BHI sur ce quartier, donc eux, le BHI, c'est Beirut Heritage Initiative, donc ils réhabilitent les bâtiments qui sont là, avec des fonds des ONG, etc. Donc ça aussi, c'est une opportunité. Cet espace, il est bordé de bâtiments historiques qui sont en train d'être réhabilités. Donc c'est une occasion à ne pas manquer. Il y a aussi une forte volonté d'assurer la continuité des activités économiques, surtout maintenant que il y a un plan de soutien de la Banque mondiale aux locaux sinistrés ou au commerce ou au business du quartier qui a été détruit par l'explosion. Et on est en train de réfléchir sérieusement à la manière dont ça pourrait prendre forme dans des espaces, disons, stratégiques comme celui-là. Voilà. Et dernier point, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'aujourd'hui, il y a des fondations d'associations il y a la Fondation d'associations de défense des droits des locataires, ce qui est en train d'être fait actuellement pour le quartier de Gemaizé. Et ces travaux sont, enfin, l'association défend leurs intérêts, surtout celles des locataires, qui risquent d'être évincés, souvent de manière brutale et illégale, de ces immeubles. Voilà, donc il y a un ensemble, il y a une convergence de plusieurs actions qui toutes vont dans le même sens et qu'on n'aurait jamais pu penser mettre en place dans le mécanisme de fonctionnement étatique avant l'effondrement de l'économie et de l'administration. Voilà. Alors, pour aller un peu plus loin. Merci Habib Debes pour cette intervention. On t'entend plus de toute façon. J'espère que tu nous entends. Allô, tu nous entends? En tout cas, moi je vous entends parfaitement, mais je voulais juste vous montrer l'espace de la place que vous voyez peut-être. Oui, nous l'avons sous les yeux. Vous voyez la place là? Oui, nous l'avons sous les yeux. Bon, voilà. Voilà. Merci encore pour cette intervention qui éclaire tous les enjeux de la reconstruction et qui, en même temps, malgré la catastrophe qu'a été cette destruction, met en perspective à la fois dans une vision d'ensemble, une cohérence d'ensemble, à partir aussi de stratégies propres à chacun des quartiers et qui arrivent à en faire une stratégie d'ensemble. Donc, finalement, peut-être que cette mise en perspective, enfin nous espérons que cette mise en perspective pourra se réaliser pour renouveler Beyrouth. Et renouveler Beyrouth, c'est pas seulement, si je peux me permettre un petit mot, renouveler Beyrouth, c'est pas seulement faire des plans d'aménagement, parce que les plans d'aménagement, souvent, reflètent des projets de société. Donc le projet qui nous est présenté là, au-delà de ces questions stratégiques et de ces questions d'aménagement, nous amène peut-être à une ville qui est tout à fait désirable, qui sera tout à fait désirable, comme elle l'a été dans le temps. Merci encore, merci beaucoup, Habib Debes. Merci à vous.